Le gymnase devint silencieux alors que la docteure, Léa Dubois, se tenait droite. Ses yeux sombres fixés sur Hugo Martin, qui tremblait maintenant devant elle. L'empreinte blanche de sa main sur sa gorge contrastait avec sa peau ébène. Personne n'attendait d'une professeure de chimie qu'elle bouge ainsi. Hugo n'avait jamais imaginé que les médailles de guerre décorées seraient les siennes. Avant de plonger dans cette histoire choquante sur le racisme et la justice, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires vraies incroyables de personnes qui se sont dressées contre la discrimination. Maintenant, voyons comment un tyran arrogant apprit à ses dépens que les apparences peuvent être trompeuses. La docteure, Léa Dubois, arrangea soigneusement les modèles moléculaires sur son bureau alors que la première sonnerie de la journée résonnait dans les couloirs du lycée Fénelon. Ce prestigieux lycée privé de Versailles se vantait d'une architecture classique, de pelouses impeccablement entretenues, et d'un corps étudiant majoritairement blanc et aisé. En tant que seul professeur noir du département des sciences, Léa s'était habituée à être ignorée malgré ses impressionnantes références. Un doctorat de l'école normale supérieure et 15 ans de service dévoué à Fénelon ne lui avaient valu guère plus qu'une salle de classe exiguë et les chuchotements qui la suivaient dans la salle des professeurs. Elle redressa sa blouse de laboratoire et jeta un coup d'œil au prix de chimie encadré sur son mur. Des réalisations qui semblaient passer inaperçues auprès de ses collègues et de l'administration. La réunion du corps enseignant du matin avait été particulièrement frustrante. Le proviseur Mercier la passant une fois de plus pour le poste de chef de département au profit de M. Bernard. Un homme blanc qui n'était à l'école que depuis 3 ans. Lorsque Léa avait soulevé une question sur le nouveau programme, M. Bernard l'avait interrompu en plein milieu de sa phrase, reformulant son idée comme la sienne, sous les hochements de tête approbateurs des autres professeurs. Personne ne semblait remarquer ou se soucier de cette occurrence quotidienne. Le laboratoire de Léa était son sanctuaire, méticuleusement organisé avec des équipements de pointe qu'elle avait obtenus de haute lutte grâce à des subventions qu'elle avait elle-même rédigées. Le conseil d'administration de l'école avait initialement rejeté ces demandes, invoquant des contraintes budgétaires, mais avait inexplicablement trouvé des fonds pour le nouveau centre d'entraînement de l'équipe de rugby sans hésitation. Elle vérifia sa montre alors que les élèves commençaient à entrer dans son cours de chimie avancée. Notant que plusieurs baissaient les yeux plutôt que de la saluer, 2 étudiantes blanches chuchotaient entre elles, jetant des regards à Léa avec un dédain à peine dissimulé. La semaine dernière, l'une de leurs mères s'était plainte au proviseur que la docteure Dubois était trop sévère dans sa notation. Malgré le fait que les élèves de Léa obtenaient régulièrement les meilleurs scores aux examens nationaux de chimie de la région. Le vrai problème, soupçonnait Léa, était que la jeune fille n'avait jamais rien eu de moins qu'un « très bien » avant de rencontrer les normes rigoureuses de Léa. Léa ouvrit le tiroir de son bureau pour récupérer ses plans de leçons. Ses doigts effleurant une petite photographie usée cachée sous ses papiers. Elle la repoussa rapidement à sa cachette. Peu de gens à Fénelon connaissaient ses 20 ans de service militaire en tant que spécialiste des armes chimiques pour l'armée française. La photographie montrait une Léa plus jeune en tenue de camouflage désertique, se tenant fièrement avec son unité au Mali. Elle préférait garder ce chapitre de sa vie privée. Les souvenirs affluèrent brièvement, en particulier la nuit où son unité avait failli être exposée à un agent chimique mortel. La rapidité d'esprit et l'expertise de Léa avaient sauvé des dizaines de vies, lui valant l'une de ses nombreuses citations. La porte de la classe claqua, l'attirant de ses pensées. Hugo Martin entra, 15 minutes en retard, flanqué de son entourage habituel d'admirateurs. En tant que star du rugby et fils de M. François Martin, président du conseil d'administration de l'école, Hugo se comportait avec l'assurance arrogante de quelqu'un qui n'avait jamais fait face aux conséquences de ses actes. « C'est aimable à vous de vous joindre à nous, Monsieur Martin », dit Léa d'une voix égale. Notant son retard dans son registre de présence, Hugo afficha un sourire narquois, sans même prendre la peine de s'excuser en se glissant sur une chaise au dernier rang. Ses amis ricanèrent. Léa avait entendu d'autres professeurs qu'Hugo avait été renvoyé de la classe de littérature de M. Leroy pour comportement perturbateur. Plutôt que de le discipliner, le proviseur Mercier avait simplement réaffecté Hugo à la classe de chimie avancée de Léa, l'assurant que le jeune homme avait juste besoin d'une main plus ferme. Traduction. Le problème de l'élève avait été refilé à la professeure noire. Léa soupçonnait que ce n'était pas une coïncidence si elle recevait régulièrement les élèves les plus difficiles. Elle redressa ses épaules et se tourna vers le tableau blanc. Aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion sur la chimie organique, en nous concentrant sur les mécanismes de réaction. Derrière elle, elle pouvait entendre Hugo chuchoter bruyamment à ses amis, ne faisant aucun effort pour cacher son désintérêt. Léa avait enseigné assez longtemps pour reconnaître les signes avant-coureurs de problèmes imminents. Le précédent professeur noir à Fénelon était parti après seulement 1 an. Citant un environnement de travail hostile. Aucune enquête officielle n'avait suivi.
Léa avait persisté à travers des années de racisme subtil et pas si subtil. Déterminée à offrir une éducation exemplaire à tous ses élèves, même ceux qui en voulaient à sa présence. Elle distribua les fiches de laboratoire du jour, remarquant que lorsqu'elle s'approchait du bureau d'Hugo, il faisait semblant de s'éloigner d'elle. Pendant qu'elle continuait son cours, les pensées de Léa s'égarèrent brièvement vers la conversation qu'elle avait eue avec le proviseur Mercier plus tôt cette semaine. Elle avait soulevé des préoccupations concernant les préjugés raciaux dans les pratiques disciplinaires de l'école. Notant que les quelques élèves noirs et maghrébins de Fénelon recevaient des punitions plus sévères pour les mêmes infractions commises par des élèves blancs. Mercier avait rejeté ces préoccupations, suggérant qu'elle voyait des problèmes là où il n'y en avait pas et lui rappelant que le lycée Fénelon était une institution d'élite avec une tradition d'excellence. Le message tacite était clair, ne pas faire de vagues. Léa jeta un coup d'œil à Hugo, qui était maintenant ouvertement en train de faire défiler son téléphone au lieu de faire attention. Elle avait entendu des rumeurs sur son comportement envers d'autres élèves, en particulier son intimidation des boursiers qui ne venaient pas de familles riches. Le semestre dernier, une jeune élève noire prometteuse nommée Amina Sania avait été transférée après avoir été prétendument harcelée par Hugo et ses amis. Bien qu'aucune enquête officielle n'ait eu lieu, la victime était partie tandis que l'agresseur restait protégé par l'influence et l'argent de sa famille. À la fin du cours, Léa donna des lectures et des problèmes à faire à la maison. Hugo émit un grognement théâtral, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Y a-t-il un problème, Monsieur Martin ?» demanda Léa. « Je me demande juste quand on va apprendre quelque chose d'utile, » répondit-il avec un sourire narquois. « Peut-être dans la classe de Monsieur Bernard. Il sait comment rendre la science amusante. » Plusieurs élèves rirent, tandis que d'autres semblaient mal à l'aise. Léa se contenta de hocher la tête. « Je veillerai à transmettre vos suggestions de programme au département. En attendant, j'attends que ces problèmes soient terminés pour demain. » Alors que les élèves sortaient, Léa s'assit à son bureau, prenant une profonde inspiration. 20 ans dans l'armée lui avaient appris la discipline et la patience face à l'adversité. Elle avait survécu à des zones de guerre et affronté des ennemis. Elle pouvait certainement gérer un adolescent arrogant et une administration scolaire qui la considérait comme une nécessité importune pour remplir les exigences de diversité. Elle ignorait que la confrontation qui se préparait mettrait bientôt à l'épreuve les limites de sa considérable retenue et changerait le cours de nombreuses vies au lycée Fénelon pour toujours. Le lendemain, Léa écrivait des équations chimiques au tableau blanc lorsque la porte de sa classe s'ouvrit avec fracas. Hugo Martin entra avec arrogance. 20 minutes en retard, un groupe de ses coéquipiers de rugby le suivant comme un entourage. Leur rire résonnait dans la pièce, perturbant l'atmosphère concentrée que Léa avait soigneusement cultivée. Toutes les têtes se tournèrent alors qu'Hugo se dirigeait vers sa place. Saluant ses amis au passage, Léa fit une pause, posant délibérément son marqueur. « Monsieur Martin, c'est le 2e jour que vous arrivez en retard à mon cours. Puis-je vous rappeler que le retard affecte non seulement votre apprentissage, mais perturbe également vos camarades de classe ?» Hugo s'affala sur sa chaise, levant les yeux au ciel de façon dramatique pour le plaisir de ses amis. « Désolé, docteur Dubois, le coach avait besoin de nous pour une réunion. La saison de rugby. Vous savez, » il insista sur le mot « rugby », comme si cela excusait automatiquement toute lacune scolaire. Léa hocha la tête, gardant son calme. « Je comprends l'importance des activités extrascolaires. Mais c'est un cours de niveau avancé. Votre priorité pendant cette période devrait être la chimie. » Hugo se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire narquois sur les lèvres. « Sans vouloir vous manquer de respect, mais certains d'entre nous vont à l'université avec des bourses sportives. Tout le monde n'a pas besoin de connaître. » Il jeta un coup d'œil au tableau avec dédain. Les configurations électroniques ou je ne sais quoi, avant que Léa ne puisse répondre. Hugo ajouta, assez fort pour que toute la classe l'entende. En plus, je suis presque sûr que mon père paye suffisamment de frais de scolarité pour que je puisse venir quand je veux. Plusieurs élèves se tortillèrent inconfortablement sur leur siège. Léa remarqua que quelques-uns échangeaient des regards tandis que d'autres fixaient intensément leurs cahiers. Évitant le contact visuel, elle avait déjà été confrontée à ce genre de défi à son autorité. Généralement de la part d'élèves qui n'avaient jamais eu de professeur noir et qui testaient les limites. « Monsieur Martin, » dit Léa d'une voix égale, « quels que soient vos projets futurs ou les contributions de votre père à cette institution. Tant que vous êtes dans ma classe, vous suivrez mes règles. Cela inclut arriver à l'heure et participer respectueusement. » Elle se tourna vers le tableau, poursuivant sa leçon. « Maintenant, comme je l'expliquais, les électrons de valence déterminent la manière dont les atomes interagissent. » Du fond de la pièce, Hugo émit un fort ronflement. Plusieurs élèves rirent nerveusement. Léa arrêta d'écrire mais ne se retourna pas immédiatement. 20 ans de discipline militaire lui avaient appris à choisir ses batailles avec soin. Lorsqu'elle fit de nouveau face à la classe, son expression resta neutre. « Monsieur Martin,
Puisque vous trouvez ce matériel si fastidieux, peut-être préféreriez-vous en discuter plus en détail en retenue après l'école aujourd'hui. Le rire s'éteignit instantanément. Hugo s'assit droit, son sourire narquois disparaissant. Vous ne pouvez pas me donner de retenue. Nous avons entraînement de rugby. Votre entraîneur comprendra quand j'expliquerai la raison. Léa se tourna vers son bureau et rédigea un bon de retenue. La tension dans la pièce était palpable alors qu'elle le portait au bureau d'Hugo. Tandis qu'elle le posait devant lui. Hugo marmonna quelque chose. Léa n'en saisit que des fragments. Mais l'insulte raciale était indubitable. La colère lui monta au visage. Mais des années de lutte contre la discrimination lui avaient appris à garder son calme. Voudriez-vous répéter cela pour la classe, Monsieur Martin demanda-t-elle doucement. L'expression d'Hugo vacilla entre défi et incertitude. Un instant, il sembla qu'il allait effectivement répéter son commentaire. Mais quelque chose dans le regard ferme de Léa le fit se raviser. Non, madame, dit-il finalement, la politesse forcée dégoulinant d'insincérité. Je m'en doutais, je vous verrai à 15h30. Alors que Léa retournait à l'avant de la classe, elle remarqua un léger tremblement dans sa main. Le seul signe extérieur de la colère et de la douleur qu'elle contenait. Quand la sonnerie retentit, les élèves sortirent rapidement, le bavardage habituel atténué par l'échange tendu. Une seule élève s'attarda, une jeune fille noire silencieuse nommée Amina Sania, qui avait été transférée à Fénelon grâce à une bourse d'excellence le semestre dernier. Docteur Dubois, dit-elle doucement alors que la pièce se vidait. Je voulais juste vous dire merci. Léa leva les yeux de l'organisation de ses papiers. Pourquoi, Amina ? Pour lui avoir tenu tête. Hugo fait des commentaires comme ça tout le temps. Et personne ne dit jamais rien. Le cœur de Léa se serra. Vous a-t-il dit des choses similaires ? Amina baissa les yeux puis hocha légèrement la tête. Pas seulement à moi, à tous ceux qui ne sont pas, elle fit un geste vague. Vous savez, comme lui, riche, blanc, bien connecté. Léa posa une main douce sur l'épaule de la jeune fille. Avez-vous signalé cela ? Amina eut un rire amer. À qui ? Au proviseur Mercier ? Monsieur Martin est au conseil d'administration. Tout le monde sait qu'Hugo peut faire ce qu'il veut. Après le départ d'Amina, Léa s'assit seule dans sa classe. Contemplant quoi faire, la retenue qu'elle avait donnée à Hugo était une conséquence mineure qui ne ferait probablement que l'antagoniser davantage. Elle envisagea de signaler son commentaire à l'administration, mais savait par expérience que de telles plaintes étaient souvent rejetées ou minimisées. Le lendemain matin confirma ses craintes. Arrivant tôt pour se préparer pour la journée, Léa trouva des graffitis racistes grossiers griffonnés sur la porte de sa classe. L'entretien était déjà là, essayant de les nettoyer, mais pas avant qu'elle ne voie les insultes et les menaces. Le proviseur Mercier apparut, son expression plus agacée qu'inquiète. Docteur Dubois, je suis vraiment désolé que vous ayez dû voir ça. Les jeunes de nos jours, toujours à repousser les limites avec leurs farces, ce n'est pas une farce. Proviseur Mercier, c'est un discours de haine et d'intimidation. Léa lutta pour garder sa voix ferme. Nous avons des caméras de sécurité dans ce couloir. Je veux savoir qui a fait ça. Mercier se tortilla inconfortablement. Eh bien, c'est ça le problème. Les images de sécurité d'hier soir semblent être corrompues. Problème technique selon notre service informatique. Commode, dit Léa d'une voix neutre. Et qu'en est-il de la retenue que j'ai donnée à Hugo Martin hier ? Sera-t-elle appliquée ? Mercier soupira, passant une main sur sa tête chauve. À ce propos, François Martin m'a appelé hier soir. Assez contrarié. Il estime que vous avez injustement ciblé Hugo. Hugo a perturbé mon cours et a utilisé une insulte raciale, déclara fermement Léa. Mercier leva les mains de manière apaisante. Maintenant, je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Hugo dit que vous l'avez mal entendu. Et sans témoin ni preuve. Alors ma parole ne compte pour rien, le coupa Léa. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce sont de graves accusations contre le fils d'un membre du conseil d'administration. Nous devons procéder avec prudence, ce que Mercier voulait dire. Léa le comprit, c'est qu'elle devait reculer. François a suggéré, continua Mercier, baissant la voix, que vous pourriez peut-être être un peu plus souple avec Hugo. Le garçon est sous beaucoup de pression avec les bourses sportives en jeu. Léa le regarda incrédule. Être plus souple face à un comportement raciste et irrespectueux ? Le sourire de Mercier était forcé. Je vous demande simplement de considérer la situation dans son ensemble. Hugo sera diplômé dans quelques mois. Vaut-il vraiment la peine de créer autant de tensions ? Léa réalisa à cet instant qu'elle était entièrement seule. L'institution qu'elle avait servie fidèlement pendant 15 ans ne la soutiendrait jamais contre la famille Martin. Je comprends parfaitement, dit-elle froidement. Si vous voulez bien m'excuser, je dois préparer ma classe. Cet après-midi-là, Léa commença à documenter méthodiquement chaque interaction avec Hugo Martin dans un carnet dédié. Date, heure, témoin, citations exactes. Si l'école ne la protégeait pas, elle se protégerait elle-même. La tension s'intensifiait, et son expérience militaire lui disait que ce conflit était loin d'être terminé.
En fait, il ne faisait que commencer. Au cours des 2 semaines suivantes, Hugo Martin lança ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne de perturbation dans le cours de chimie de la docteure Dubois. Chaque jour apportait une nouvelle tactique, arriver en retard et faire une entrée bruyante. Poser des questions délibérément stupides pour faire perdre du temps. Laisser tomber de l'équipement pendant les travaux pratiques. Ou simplement parler par-dessus elle pendant qu'elle enseignait. Léa documentait tout méticuleusement, remplissant des pages de son carnet avec les dates, les incidents et les témoins. Mais la documentation était une maigre consolation face à l'hostilité quotidienne. Je ne comprends pas pourquoi nous devons apprendre tout ça. De toute façon, annonça Hugo bruyamment un matin alors que Léa expliquait des réactions chimiques complexes. Mon cousin va au lycée Sainte-Marie et leur professeur de chimie ne leur fait pas mémoriser toutes ces formules. Plusieurs élèves hochèrent la tête en signe d'accord. Encouragés par le défi d'Hugo. Différents professeurs ont différentes méthodes. Monsieur Martin, répondit Léa calmement. Mon approche a aidé les élèves de Fénelon à obtenir les meilleurs scores en chimie avancée de la région au cours de la dernière décennie. Hugo eut un sourire narquois. Peut-être que nous ferions encore mieux avec des méthodes différentes. Ou un professeur différent. L'insinuation planait dans l'air. Léa remarqua la rapidité avec laquelle Hugo avait réussi à rallier d'autres élèves à sa cause. Il avait commencé à orchestrer des défis subtils à son expertise, convainquant ses camarades de classe de remettre en question ses méthodes d'enseignement. Docteur Dubois, demanda Lilou Moreau, une élève habituellement discrète. Êtes-vous sûr de cette formule? Mon tuteur a dit que ce devrait être une double liaison. Pas une simple liaison. Avant que Léa ne puisse répondre, Hugo intervint. Oui, mon guide d'études montre aussi quelque chose de complètement différent. Léa garda son calme en expliquant la formule correcte. Mais le doute avait été semé. Les élèves qui avaient autrefois fait confiance à ses connaissances sans réserve la remettaient maintenant en question. Après les cours, Léa consulta sa messagerie professionnelle et trouva 3 messages anonymes remplis d'insultes raciales et de menaces vagues. Elle les transféra au service informatique et au proviseur Mercier, sachant qu'ils seraient probablement de nouveau rejetés comme des farces, tandis qu'elle fermait son ordinateur portable. Son téléphone vibra avec une notification du forum communautaire de l'école. Quelqu'un avait posté une question. Est-il vrai que la docteure Dubois a falsifié ses références? J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas vraiment obtenu son diplôme de LINS. Le message était anonyme. Mais Léa n'avait guère de doute quant à sa source. Elle était systématiquement minée. Quel niveau de haine fallait-il pour qu'un adolescent monte une attaque aussi coordonnée contre un professeur? Et pourquoi lui permettait-on de continuer sans contrôle? Ce soir-là, Léa assista à une réunion du conseil d'administration où le budget du département des sciences était discuté. Alors qu'elle présentait sa demande de nouveaux équipements de laboratoire, François Martin l'interrompit à plusieurs reprises. Je ne suis tout simplement pas convaincu que ces dépenses soient nécessaires, dit-il d'un ton désinvolte. Le département de physique de M. Bernard semble très bien se débrouiller avec ses ressources actuelles. Léa garda sa voix ferme en expliquant les problèmes de sécurité liés aux équipements de chimie obsolètes. Les anciens becs benzène et la verrerie fissurée présentent de sérieux dangers pour les élèves pendant les expériences. Peut-être, suggéra François avec un sourire mince. Si vos élèves étaient plus prudents, ce ne serait pas un problème. L'insinuation qu'elle ne pouvait pas superviser correctement sa classe planait dans l'air. À sa surprise, Monsieur Jacques Vidal, un professeur d'histoire blanc qu'elle ne connaissait que de vue, prit la parole. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Martin, la docteure Dubois dirige le laboratoire le plus ordonné que j'ai vu en 20 ans d'enseignement. Si elle dit que l'équipement a besoin d'être mis à jour, nous devrions l'écouter. La sécurité des élèves ne devrait pas être une considération budgétaire secondaire. Le sourire de François se crispa. Mais le conseil approuva finalement la moitié des fonds demandés par Léa. Après la réunion, Jacques l'approcha. C'était complètement inapproprié la façon dont il vous a parlé, dit-il doucement. Cela arrive de plus en plus fréquemment ces derniers temps, admit Léa. Depuis que j'ai discipliné Hugo. Jacques hocha la tête d'un air sombre. J'ai entendu des rumeurs. Hugo a l'habitude de cibler les professeurs qui lui tiennent tête. L'année dernière, Madame Sanchez a démissionné en milieu de semestre après une campagne similaire. La professeure d'espagnol? Je pensais qu'elle était partie pour des raisons familiales. C'était la version officielle. La vérité, c'est qu'elle n'en pouvait plus du harcèlement. Hugo et ses amis lui ont rendu la vie impossible après qu'elle lui a donné un passable à un projet. Cette nuit-là, Léa ne put dormir. Elle sortit la boîte de souvenirs de sa carrière militaire qu'elle gardait cachée dans son placard. Parmi les médailles et les citations se trouvait un manuel usé sur la guerre psychologique. Sa formation spécialisée avait inclus non seulement les armes chimiques, mais aussi des techniques de résilience mentale sous pression. Elle avait appris le combat au corps à corps, non seulement pour la défense physique, mais pour garder son calme sous la menace. Ses compétences lui avaient sauvé la vie lors d'une embuscade à l'extérieur de Bamako.
Maintenant, 15 ans plus tard, et à des milliers de kilomètres de toute zone de guerre, elle se retrouvait à puiser à nouveau dans cette formation. Pensez-vous que Léa a raison de tenir bon face au racisme systémique ou devrait-elle prendre le chemin le plus facile et laisser Hugo s'en tirer avec son comportement? Commentez, 1. Si vous pensez que lutter contre la discrimination vaut toujours la peine. Même lorsque le système protège les coupables. Aimez cette vidéo si vous avez déjà été témoin de quelqu'un d'assez courageux pour défier l'autorité lorsqu'elle protégeait une faute. Abonnez-vous pour plus d'histoires de personnes qui refusent d'être réduites au silence face à l'injustice. Maintenant, que feriez-vous si vous découvriez que quelqu'un essayait activement de détruire votre réputation? Le lendemain, Léa remarqua Hugo qui traînait sur le parking après les cours, prenant des photos de sa voiture. Plus tard cette semaine-là, elle le repéra en train de passer lentement devant sa maison. L'intimidation s'intensifiait, devenant plus personnelle. Elle installa des caméras de sécurité autour de sa propriété et commença à varier ses itinéraires pour se rendre au travail. Lors d'une réunion de département, François Martin fit une apparition inattendue. « Je voulais juste vérifier nos plans de programme », expliqua-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Après la réunion, il coinça Léa dans le couloir. « Docteur Dubois, je voulais vous parler en privé. » Son ton était cordial. Mais ses yeux étaient froids. « J'ai examiné les évaluations du corps enseignant. Et j'ai remarqué certaines préoccupations concernant votre approche pédagogique. Mes élèves obtiennent constamment les meilleurs scores aux examens nationaux de chimie de la région, rétorqua Léa. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les résultats au test ne font pas tout, répondit François. Il y a aussi la question de l'adéquation culturelle. Fénelon a certaines traditions, certaines valeurs. Tous les éducateurs ne comprennent pas notre environnement unique. Léa le regarda droit dans les yeux. Suggérez-vous que je ne corresponds pas à Fénelon parce que je suis noire? Monsieur Martin? L'expression de François se durcit. Je suggère que votre passé militaire vous a peut-être rendu trop rigide pour notre communauté. Peut-être qu'une école publique conviendrait mieux à votre style d'enseignement. Avant que Léa ne puisse répondre. Il s'éloigna, laissant la menace en suspens. Cet après-midi-là, une élève de seconde nommée Chloé Leroux vint dans la classe de Léa en pleurs. Chloé était l'une des rares élèves noires de Fénelon, admise grâce à une bourse d'excellence. Docteur Dubois, je ne l'ai pas fait. Je jure que je ne l'ai pas fait. Léa ferma la porte de la classe, offrant à la jeune fille bouleversée un mouchoir. Doucement, Chloé, qu'est-ce qui s'est passé? Entre deux sanglots. Chloé expliqua qu'elle avait été renvoyée après que la sécurité ait trouvé de la marijuana dans son casier lors d'une fouille aléatoire. Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. Ma bourse a une politique de tolérance zéro. Je vais tout perdre. Y a-t-il eu une enquête? Ont-ils vérifié les caméras de sécurité? Ils ont dit que les caméras ne fonctionnaient pas dans ce couloir. Léa ressentit un frisson de reconnaissance. Quelqu'un vous a-t-il menacé récemment? Eu des conflits avec d'autres élèves? Chloé hésita, puis hocha la tête. Hugo Martin m'a invité au bal d'hiver le mois dernier. Quand j'ai dit non, il m'a dit que je le regretterais. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Le schéma devenait clair. Hugo Martin n'était pas seulement un tyran raciste. C'était un prédateur calculateur qui savait exactement comment utiliser le système pour punir quiconque lui tenait tête. Et son père l'y aidait à chaque étape. Léa savait que la situation atteignait un point de rupture. Alors qu'elle aidait Chloé à documenter son histoire et à la mettre en contact avec des ressources de soutien. Léa réalisa que ce conflit avait dépassé sa lutte personnelle. C'était devenu une bataille contre un racisme systémique enraciné qui protégeait les privilégiés tout en punissant les vulnérables. Et parfois, de telles batailles nécessitaient des stratégies apprises loin des salles de classe. Sur le terrain impitoyable de la guerre, la double période du mercredi était consacrée au laboratoire avancé de chimie organique, où les élèves synthétiseraient de l'aspirine en utilisant des produits chimiques potentiellement dangereux. Léa avait passé plus de temps à préparer des protocoles de sécurité détaillés, à disposer l'équipement de protection et à mesurer soigneusement les réactifs nécessaires. La sécurité était primordiale lors de la manipulation de substances corrosives comme l'acide sulfurique concentré et l'anhydride acétique. Elle écrivit la procédure au tableau blanc et insista sur les précautions critiques. Tout le monde doit porter des lunettes de sécurité, des blouses de laboratoire et des gants en tout temps. Aucune exception, instruisit Léa alors que les élèves se regroupaient au poste de laboratoire. Manipulez l'acide sulfurique avec une extrême prudence. Même une petite éclaboussure peut provoquer de graves brûlures. Du fond de la pièce, Hugo Martin fit un grand bâillement ostentatoire. Il était arrivé à l'heure pour une fois. Mais Léa soupçonnait que ce n'était pas dû à une diligence académique retrouvée. Il y avait quelque chose dans son comportement aujourd'hui. Une énergie à peine contenue qui l'a mis en alerte. Son entraînement militaire lui avait appris à reconnaître les menaces potentielles. Et tous ses instincts lui disaient qu'Hugo préparait quelque chose de perturbateur. Monsieur Martin, lança Léa.
Puisque vous semblez particulièrement alerte aujourd'hui, peut-être aimeriez-vous rappeler à la classe la procédure d'élimination appropriée des déchets chimiques. Plusieurs élèves ricanèrent. Le sourire d'Hugo n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr, docteur Dubois, on le jette dans l'évier quand vous ne regardez pas. Plus de rire. Nerveux cette fois, incorrect et potentiellement dangereux, répondit Léa calmement. Tous les déchets doivent être collectés dans les récipients désignés pour une élimination appropriée. C'est une sécurité de laboratoire de base que j'attends de vous tous de suivre sans exception. Elle apparia Hugo avec Lilou Moreau. Espérant que la jeune fille sérieuse le tiendrait en échec. Et distribua le matériel. Alors que l'expérience commençait, Léa se déplaça dans la classe, surveillant les progrès de chaque groupe. La plupart des élèves travaillaient soigneusement, suivant ses instructions méticuleusement. Cependant, lorsqu'elle atteignit le poste d'Hugo et Lilou, elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Hugo avait retiré ses lunettes de sécurité et ses gants et tenait nonchalamment un bécher d'acide concentré comme si c'était de l'eau. Monsieur Martin, remettez immédiatement votre équipement de sécurité, ordonna Léa, gardant sa voix calme malgré son alarme. Hugo leva les yeux au ciel. Ça va, je sais ce que je fais, ce n'est pas négociable. Les protocoles de sécurité existent pour vous protéger et protéger tous les autres dans cette pièce. Léa tendit la main vers le bécher, ayant l'intention de le poser en toute sécurité sur la table. Hugo le retira brusquement, faisant éclabousser plusieurs gouttes du liquide corrosif sur le plan de travail où il commença immédiatement à pétiller. Vous réagissez de manière excessive, dit-il avec un sourire narquois. Tout comme vous avez réagi de manière excessive quand vous m'avez donné une retenue sans raison. Lilou recula, les yeux écarquillés d'inquiétude. Hugo, peut-être devriez-vous écouter. Ne vous mêlez pas de ça, lui lança Hugo. Léa remarqua que d'autres élèves avaient arrêté leur travail, observant la confrontation se dérouler. Monsieur Martin, dit-elle fermement, vous avez deux choix, soit vous suivez les protocoles de sécurité, soit vous quittez ma classe. Si vous choisissez cette dernière option, vous recevrez une note d'échec pour ce laboratoire, ce qui aura un impact significatif sur votre note globale. Un éclair de véritable alarme traversa le visage d'Hugo. L'influence de son père pouvait le protéger des conséquences disciplinaires. Mais même François Martin ne pouvait pas forcer un professeur à changer une note d'échec légitimement obtenue. L'acceptation d'Hugo à l'université d'État était conditionnée au maintien de sa moyenne. Malgré sa bourse sportive, vous n'oseriez pas, dit-il. Mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. Absolument, répondit Léa calmement. La sécurité en laboratoire n'est pas négociable dans ma classe. La position de votre père au conseil d'administration ne vous exempte pas des exigences de sécurité de base qui vous protègent. Vous et vos camarades de classe. À la mention de son père, l'expression d'Hugo s'assombrit. Il claqua le bécher sur la table, provoquant de nouvelles éclaboussures d'acide. Vous vous croyez tellement meilleur que tout le monde, n'est-ce pas, avec votre diplôme de lince et votre attitude hautaine. Il s'approcha de Léa, envahissant son espace personnel. Vous savez ce que les gens disent de vous? Que vous n'avez été embauché que parce que Fénelon avait besoin de remplir un quota? Que vous n'êtes même pas qualifié pour enseigner ici? Léa tint bon. Maintenant le contact visuel. Reculez, Monsieur Martin, cette conversation est terminée. Mais Hugo ne faisait que commencer. Sa voix s'éleva, emplissant la classe maintenant silencieuse. Mon père dit que la discrimination positive fait baisser les standards. Des gens comme vous obtiennent des postes qu'ils ne méritent pas, prenant la place de professeurs qualifiés. Plusieurs élèves haltèrent. Léa sentit un calme familier s'installer en elle. La même immobilité concentrée qu'elle avait connue dans des situations de combat. Le temps sembla ralentir alors qu'elle évaluait la menace en rapide escalade. Monsieur Martin,